Donc on se retrouve ici pour l'exercice 3 T3 qui est plutôt axé sur les matrices d'impédance. Donc là, il n'y a rien de bien extraordinaire. Il faut avoir eu le cours, comme vous l'avez fait naturellement. Juste un tout petit point. Vous voyez ici, vous avez le texte du TD. Et en réalité, dans le TD, ici, vous n'avez pas Z, vous avez T. Donc c'est une petite erreur de frappe. M'en voulez pas, je ne l'ai pas fait exprès. Mais sinon, ça ne change rien à la suite. Donc là, on va faire les 4 questions qui nous sont demandées. Donc la première des questions, c'est de donner le schéma équivalent du quadripôle, donc en ayant toutes ces caractéristiques, d'accord? Donc il est caractérisé par son impédance, par sa matrice d'impédance grand Z. Il est chargé par une impédance ZCH et il est attaqué par une source de force électromotrice grand E et d'impédance interne Z. Donc pour calculer le schéma équivalent, là il n'y a vraiment rien d'extraordinaire puisque c'est l'application du cours. Donc il faut avoir appris cours. Un concept comme un autre, mais ça marche pas mal, vous voyez. Et donc on va remplacer le quadripôle Z par ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, c'est deux sources de tension qui sont des sources de tension commandées en courant, d'accord? Z12I2 et Z21I1, ici, et deux impédances, Z1 et Z22. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à donner dans cette question, puisque c'est l'application du cours. Mais cette application du cours va nous être bien utile, puisque pour la seconde question, eh bien, on va réutiliser ce schéma et on va se placer dans différents contextes. Donc vous voyez, à partir de ce schéma-là, on nous pose 3 questions. Écrivez les équations du quadripôle lorsqu'il est seul, d'accord, avec une source connectée et avec une charge connectée. Avec la source connectée et la charge connectée. Donc quand il est seul, là, il n'y a rien d'extraordinaire, encore une fois, puisque c'est que les équations du cours, encore une fois. Par contre, quand il est avec une source connectée, c'est-à-dire quand on est connecté à ce niveau-là, alors on peut réécrire la première ligne comme étant V1 qui va être égal à E moins Z1 I1. D'accord? Et avec la charge connectée, de ce côté-là, eh bien, on va pouvoir écrire l'équation, la deuxième équation, qui va être V2, qui va être à moins ZCH, I2. Effectivement, vous voyez, le potentiel ici, c'est la loi d'Ohm, hein, c'est le courant qui passe à travers la charge multiplié par la charge, avec un signe moins puisqu'on a une convention récepteur et que I et V sont ici dans le même sens. Et puis de l'autre côté, bien naturellement, c'est à peu près la même chose. On fait une maille V1 qui va être égale à E moins ZI fois I1. Troisième question. Donc là, on nous demande de calculer l'impédance d'entrée ZE du quadripôle Q chargé par ZCH. D'accord? Alors pour cela, eh bien, on va tout simplement réutiliser les 4 équations qu'on a écrites juste avant. Donc là, vous voyez, vous avez les équations de base du quadripôle qui est seul, et ici, les deux équations quand il est avec une source connectée et quand il est avec une charge connectée. Donc pour cela, eh bien, ce que l'on va faire, c'est que je vous rappelle que comme on cherche l'impédance d'entrée, c'est le rapport entre V1 et I1, d'accord? Donc, ce rapport entre V1 et I1, eh bien, on va l'écrire de manière suivante. On peut remarquer qu'en injectant l'équation 4 dans l'équation 2, d'accord, on va donc égaliser moins ZCH fois I2 avec Z21I1 plus Z22I1. Donc c'est ce qui est écrit ici. Et puis à partir de là, eh bien, on peut en déterminer un rapport entre les deux courants I1 et I2. Donc là, naturellement, c'est pas un super deal, le courant I1 et I2 ne sont pas des données qui nous intéressent. Quand on vous demande de calculer l'impédance d'entrée Z2 d'un quadripôle, c'est uniquement en fonction des éléments du circuit. Donc les éléments du circuit, lesquels sont-ils? Z1, Z12, Z21, Z22, ZCH, ZI, et à la limite grand E, bien que grand E ici ne va pas intervenir. D'accord? Donc, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement pour vous faire comprendre que les deux courants I1 et I2 n'ont pas raison d'être dans la formulation que vous devez trouver. Donc à partir de là, on va remplacer I2 en fonction de I1 à partir de cette équation-là, d'accord? Et on va obtenir V1 qui va être égal à Z11 I1 moins, normalement c'est Z12 I2, mais là on va faire Z12, et puis on va retrouver l'équivalence
de I2 qui est égal à Z de 1 sur cette partie-là fois I1. D'accord? À partir de là, eh bien, il est facile de faire le rapport de V1 sur I1. D'accord? Donc, ce rapport-là, eh bien, c'est tout simplement cette quantité-là. Donc, Z1 moins Z12, Z1 sur ZCH, Z22. OK? Alors, là, après, c'est qu'une petite trituration mathématique qui va vous permettre de donner l'impédance d'entrée qui va être écrite de la manière suivante. On notera que delta Z, naturellement, c'est le déterminant de la matrice Z, qui ne doit pas être loin d'être Z1, Z22 moins Z21 fois Z12. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui auraient eu dans l'idée de se dire, de toute façon, l'impédance d'entrée, c'est facile à plier puisqu'on prend l'équation 3 et on fait le rapport de V1 sur I1, ça ne marche pas. On trouvera pas, on peut pas faire ce rapport puisqu'on a ici la source E qui va nous embêter. D'accord? Il faut vraiment trouver une relation. V1 est égal à quelque chose fois I1. Bref, pour la dernière question, on doit d'abord rappeler comment est-ce que l'on calcule l'impédance de sortie d'un quadripôle, d'accord? Alimenté naturellement par une source, ici la source S, et puis accessoirement après, eh bien, on va tout simplement donner la valeur de cette impédance en appliquant la méthode. Donc, du schéma, vous avez les 4 équations qu'on a trouvées dans l'équation 2, dans les questions 2, pardon. Et puis, sur la partie droite, eh bien, on rappelle la méthode. Donc la méthode, elle est très simple. Pour calculer l'impédance de sortie, on doit tout d'abord éteindre la source, donc le générateur, la force électromotrice qui est en entrée. En d'autres termes, E va être égal à 0. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir écrire que ZS est égal à V2 sur I2. Naturellement, V2 sur I2, ça ne va pas nous amener bien loin. Il va donc falloir réutiliser ces équations pour pouvoir réexprimer ZS en fonction des éléments du circuit, ce que je vous ai dit juste avant. Pour cela, ce qu'il faut noter, c'est qu'en éteignant la source E, dans ce cas-là, l'équation 3, ici, va se simplifier notablement, puisqu'on va avoir V1 qui va tout simplement être égal à moins Z1, ZI, pardon, I1, le E étant égal à 0. Et ça, c'est très pratique, parce qu'à partir de cela, eh bien, on va remplacer V1 d'un côté et le ZI1 de l'autre côté. En effet, vous avez ici V1 qui est égal à moins ZI fois I1, donc qu'on va retrouver ici, que l'on va remplacer dans 1. Je ne sais pas si je suis clair dans ce coup-là, mais normalement, vous devriez à peu près suivre. Et dans l'équation 1, de l'autre côté, eh bien, on va avoir Z1 I1 plus Z12 I2. Donc, à ce niveau-là, vous avez juste à réexprimer I1 en fonction de I2 des éléments du circuit, et cela va nous permettre d'arriver à l'impédance de sortie, puisqu'on va pouvoir substituer I1 de manière à avoir un petit peu comme dans la question précédente, V2 uniquement en fonction de I2. D'accord? Donc ça se fait assez facilement, puisque en prenant la deuxième équation, eh bien, vous avez V2 qui est égal à Z21 I1 plus Z22 I2. Donc le Z22 I2, c'est pas un souci, il est là, Z22 I2. C'est le I1 qui vous embête, mais le I1, c'est pas grave, vous le remplacez simplement par ce que vous avez trouvé avant, et donc, à ce niveau-là, eh bien, le I1, vous le retrouvez ici, vous voyez, voilà. Et donc, une fois que vous avez fait ça, bien, le plus gros effet, puisque vous avez juste à former le rapport entre V2 et I2, donc ZS, et ce ZS qui est égal à V2 sur I2, eh bien, ça donne ceci. Donc là, pareil, petite trituration mathématique pour faire apparaître le déterminant de la matrice Z. C'est pas obligatoire, hein, je vous le dis tout de suite. Cette partie-là suffit déjà amplement à la réponse, c'est juste un peu plus élégant, parce qu'on a là simplement le rapport d'impédance de deux séries d'impédance. Mais voilà la question qui vous était posée ici. Donc voilà, on a fini donc cet exercice 3. J'espère qu'il n'était pas trop compliqué. Puis je vous retrouve dans l'exercice 4. Lui est un petit peu plus costaud.